En 1925, un homme qui ne contrôlait encore ni armée ni État esquissa dans un carnet le projet d'un arc de triomphe. Il n'était pas architecte de formation. C'était un agitateur politique autrichien vivant à Munich, qui avait passé 9 mois en prison et qui, tandis que ses contemporains l'ignoraient, remplissait des pages de visions de ville qui surpasseraient Rome en grandeur. Cet homme était Adolf Hitler, et ces pages n'étaient pas le produit d'un esprit délirant sans conséquence. Elles constituèrent le programme de gouvernement de la puissance qui, en moins de 20 ans, embraserait le monde. L'historien allemand Jochen Thies a souligné quelque chose que beaucoup préféraient ignorer. Hitler n'aspirait pas seulement à construire un espace vital en Europe de l'Est. Son programme impliquait la domination totale de la planète, par étapes calculées avec des dates, des alliances et des adversaires identifiés. Pour comprendre l'ampleur de cette ambition, il faut aller au-delà des champs de bataille. Il faut se rendre aux tables de conception, aux carnets de croquis, aux archives saisies par les Alliés après la guerre. Là, parmi des plans de ville qui n'ont jamais existé, on peut lire avec exactitude ce que Hitler voulait construire et sur quels décombres il envisageait de le faire. Berlin devait s'appeler Germania. Elle allait devenir la capitale d'un empire qui, selon les calculs du Führer lui-même, s'étendrait rapidement de l'Atlantique aux monts Oural et de l'Afrique du Nord à la mer Caspienne. Pour cette capitale, il projetait des bâtiments qui feraient paraître les monuments de l'Antiquité comme des maquettes scolaires. Mais le projet Germania n'était pas seulement de l'architecture. C'était la manifestation physique d'une idéologie qui, dans sa poursuite, a tué des dizaines de millions de personnes. Voici le récit de cette vision, des hommes qui ont tenté de la concrétiser et des rares vestiges de béton qui subsistent encore aujourd'hui dans le sol marécageux de Berlin comme témoins muets de ce qui aurait pu être. L'Allemagne voulait-elle conquérir le monde ? Il y a une phrase écrite à la main par Adolf Hitler à la page 389 de l'édition numérisée de Mein Kampf. L'Allemagne deviendra soit une puissance mondiale, soit cessera d'exister. La phrase date de 1925. Dans l'Allemagne de la République de Weimar, humiliée par le traité de Versailles, frappée par l'hyperinflation et politiquement fragmentée, personne ne l'a prise au sérieux. Ce fut l'une des erreurs les plus coûteuses du XXe siècle. Mein Kampf était le livre de chevet de l'idéologie nazie, et pourtant les puissances européennes ont systématiquement refusé de le lire pour ce qu'il était. Un programme de gouvernement. Hitler a commencé à le dicter à son secrétaire Rudolf Hess en 1924, pendant son emprisonnement à la prison de Landsberg, où il avait été condamné à 5 ans pour haute trahison après le putsch manqué de la brasserie de novembre 1923. Le tribunal lui accorda un traitement clément. Il reçut des visites, du courrier, des colis d'admirateurs venus de toute l'Allemagne et un accès à des livres que peu de prisonniers pouvaient imaginer. Le gouverneur de la prison nota par écrit qu'Hitler espérait que le livre atteindrait plusieurs éditions afin de régler ses dettes financières. Il ne s'est pas trompé. En 1939, 5,2 millions d'exemplaires avaient été vendus en 11 langues. Pendant les années du nazisme, il était distribué gratuitement à chaque couple de jeunes mariés et à chaque soldat envoyé au front. Le livre promouvait 3 piliers interdépendants: l'antisémitisme radical, une vision du monde racial fondée sur la supériorité aryenne et une politique étrangère orientée vers la conquête du Lebensraum, espace vital, en Europe de l'Est. Un de ces chapitres s'intitule explicitement « Politique de l'Est », Ostpolitik. Et là, Hitler consacra des pages entières à justifier la nécessité pour l'Allemagne d'obtenir de nouvelles terres en direction de la Russie. Seul un espace suffisamment grand sur cette terre garantit à une nation la liberté d'existence. Ce n'était pas une rhétorique vide, c'était un manuel. Pendant son séjour à Landsberg, Hitler lut Friedrich Ratzel, le géographe allemand qui avait inventé en 1897 le concept de Lebensraum dans son ouvrage Politische Geographie, et absorba les idées du général et géographe Karl Haushofer avec qui il était entré en contact par l'intermédiaire de Hess. Haushofer avait lu Halford Mackinder, le géographe britannique qui décrivait le contrôle du cœur continental de l'Eurasie comme la clé de la domination mondiale, et avait fondé en 1924 la revue Zeitschrift für Geopolitik. À cette intersection de la géopolitique,
Du darwinisme social et du racisme pseudo-scientifique se forma le noyau intellectuel du programme d'Hitler. L'idée de Lebensraum, cependant, n'était pas originale chez Hitler. Avant qu'il n'en fasse une doctrine d'État, l'écrivain Hans Grimm avait publié en 1926 le roman Volk ohne Raum, Peuple sans espace, qui vendit plus d'exemplaires que Mein Kampf lorsque les deux étaient disponibles simultanément. En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand avait déjà élaboré des plans d'expansion vers l'Est, incluant le contrôle de la Belgique, l'annexion des gisements de fer de Lorraine et la colonisation agricole de la Pologne et de l'Ukraine. En 1961, l'historien allemand Fritz Fischer publia ses recherches sur ses objectifs de guerre, décrivant le projet impérial comme une poignée pour le pouvoir mondial. Hitler n'inventait pas l'ambition germanique de domination continentale. Il la radicalisa pour la transformer en extermination systématique. Le débat sur la question de savoir si Hitler avait un plan concret de conquête mondiale ou s'il réagissait simplement aux circonstances est l'un des plus longs de l'historiographie contemporaine. En 1961, l'historien britannique Alan John Taylor lança le débat avec sa thèse dans The Origins of the Second World War, selon laquelle Hitler était un homme d'État traditionnel qui répondait aux opportunités plutôt que d'exécuter un plan préétabli. La thèse de Taylor suscita une controverse qui divisa la communauté académique pendant des décennies et dont les échos se font encore entendre aujourd'hui. Face à la position de Taylor, deux écoles bien définies apparurent. La soi-disant école continentale, représentée par l'historien Hugh Trevor Roper, soutenait qu'Hitler avait un programme clair mais géographiquement limité à l'est de l'Europe. La conquête du Lebensraum sur les territoires de l'Union soviétique. Pour Trevor Roper, Hitler fut cohérent pendant plus de 20 ans dans ce programme continental, et il n'existait aucune preuve documentaire que ses ambitions aillent plus loin. Cette position fut appuyée par l'historien Martin Broza, qui argumentait que l'escalade idéologique de l'antisémitisme nazi empêchait un véritable projet systématique de conquête mondiale. L'Allemagne se retrouva dans une guerre globale sans l'avoir pleinement planifiée en tant que telle. La deuxième école globale, fut développée par des historiens tels que Günther Moltmann, Andreas Hilgruber et Klaus Hildebrand. Ils soutenaient que derrière les trois étapes visibles de la politique étrangère d'Hitler, arrivée au pouvoir, révision de Versailles, expansion à l'Est, existait une quatrième étape aux conséquences mondiales qui orientait toutes les décisions stratégiques du Führer. Hildebrand, dans ses recherches sur la politique étrangère du Troisième Reich, identifia dans le comportement concret d'Hitler une cohérence qui ne pouvait s'expliquer que par l'existence d'objectifs à long terme allant bien au-delà de l'Europe. En allemand, le terme adopté pour cet objectif est simplement Das Programm, le programme. Les historiens G. Noakes et G. Pridham, dans leur monumentale compilation documentaire sur le nazisme, proposèrent une synthèse en 5 étapes, prenant Mein Kampf et le second livre ensemble. Premièrement, réarmement et remilitarisation de la Rhénanie. Deuxièmement, Autriche, Tchécoslovaquie et Pologne comme satellites allemands. Troisièmement, défaite ou neutralisation de la France par une alliance avec la Grande-Bretagne. Quatrièmement, Lebensraum en Russie. Et cinquièmement, domination mondiale. L'historien Norman Goda, examinant les archives capturées après la guerre, arriva à des conclusions similaires. En 1941, l'état-major allemand avait commencé à préparer des bases en Afrique du Nord et dans l'Atlantique pour une éventuelle offensive transatlantique contre les États-Unis. Le débat entre continentalistes et globalistes n'a jamais été formellement clos. Mais l'ouverture des archives capturées par les Alliés en 1945 et particulièrement la découverte en 1958 du soi-disant second livre d'Hitler par l'historien Gerhard Weinberg fit pencher la balance des preuves en faveur de la thèse globale. Dans ce manuscrit inédit de 1928, que Hitler n'a jamais publié, probablement parce que son contenu était trop révélateur pour le moment politique, il apparaît clairement qu'avant d'accéder au pouvoir, le Führer avait déjà articulé un système cohérent d'idées sur le rôle que l'Allemagne devait jouer dans le monde. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une structure de pensée combinant dogme racial et calcul stratégique de manière méthodique. Deux journalistes et écrivains qui ont connu Hitler de près ont compris avant tout le monde la véritable dimension du danger. Konrad Heiden,
l'homme qui a forgé le terme nazi comme abréviation de national-socialiste, et Hermann Rauschning, ancien membre du parti ayant occupé le poste de président du Sénat de Danzig, décrivirent l'idéologie nationale-socialiste comme une impulsion irrationnelle cherchant à dominer et conquérir le monde. Tous deux publièrent leurs avertissements dans les années 1930, alors qu'il était encore possible d'agir. En Grande-Bretagne et en France, leurs livres eurent des lecteurs, mais les gouvernements préférèrent croire qu'Hitler était un homme d'État maniable. Le programme, les étapes de la domination mondiale. Le programme, selon ses défenseurs académiques, n'était pas un plan détaillé avec des dates précises et des théâtres d'opérations codés. C'était peut-être quelque chose de plus dangereux, une boussole idéologique qui guidait toutes les décisions stratégiques d'Hitler, s'adaptant aux circonstances sans jamais perdre de vue la destination finale. La question que les historiens se posent depuis des décennies n'est pas de savoir si Hitler avait des ambitions, mais si ces ambitions étaient continentales ou mondiales. Et la réponse, à mesure que les archives se sont ouvertes et que les analyses se sont affinées, pointe de plus en plus dans une seule direction. L'ossature idéologique du programme reposait sur deux concepts qui s'alimentaient mutuellement. Le premier était la doctrine raciale, la croyance que la race aryenne germanique était la Ehrenvolk, la race des maîtres, prédestinée par des lois biologiques que Hitler interprétait comme les lois de la nature, à dominer les races qu'il décrivait comme inférieures. Le second était le Lebensraum, le besoin d'espace territorial pour que cette race supérieure puisse s'étendre, se nourrir et exercer sa domination sans dépendre des marchés extérieurs ni des puissances maritimes. Poussés à leurs conséquences logiques, ces deux concepts ne pouvaient pas se limiter à l'est de l'Europe. Ils impliquaient le monde entier. Hitler compara explicitement le Lebensraum au concept américain de destinée manifeste. Tout comme les colons anglo-saxons avaient étendu leurs frontières vers l'ouest aux dépens des peuples autochtones, les Allemands étendraient les leurs vers l'est aux dépens des peuples slaves. La comparaison était délibérée et calculée pour rendre le projet lisible et justifiable en termes que les puissances anglo-saxonnes pourraient reconnaître. Ce qu'Hitler ne disait pas en public, bien qu'il l'ait développé dans des documents internes, c'était l'échelle de destruction que sa version de la destinée manifeste impliquait. La première étape consistait en la consolidation d'une grande Allemagne qui absorberait tous les groupes germanophones d'Europe centrale, les appelés Volksdeutsch, et récupérerait les territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale. Cette phase s'exécuta à une vitesse qui déconcerta les chancelleries européennes. Remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, annexion de l'Autriche le 12 mars 1938, absorption des Sudètes en octobre de la même année après l'accord de Munich et occupation de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939. Dans chaque cas, Hitler calcula avec précision jusqu'où les démocraties occidentales toléreraient l'expansion avant de réagir militairement. Dans chaque cas, il calcula juste, jusqu'à ce qu'il se trompe. Pour que cette première étape fonctionne, Hitler avait besoin de la neutralité bienveillante de la Grande-Bretagne. Son raisonnement était le suivant. L'Empire britannique était une puissance maritime et coloniale dont l'intérêt stratégique fondamental était la domination des mers et de leurs routes commerciales et non l'équilibre continental européen. Si l'Allemagne faisait des concessions sur les colonies africaines et modérait son programme naval, les Britanniques pourraient accepter l'expansion allemande sur le continent sans intervenir. Il était même prêt à garantir l'existence de l'Empire britannique en échange d'une main libre à l'Est. L'historien Godin a noté que Donald Cameron Watt, qui croyait encore en 1990 qu'Hitler n'avait pas de plans à long terme, a finalement admis que le Führer avait refusé des concessions à Francisco Franco et à Mussolini, précisément pour préserver la possibilité d'un arrangement avec la France et la Grande-Bretagne qui lui libérerait les mains pour avancer vers l'Est. Cette mise était l'erreur de calcul la plus importante du programme. La deuxième étape impliquait de consolider la domination sur l'espace vital oriental tout en étendant l'influence allemande vers la Méditerranée et le Moyen-Orient. Les puits de pétrole d'Irak et du Golfe Persique, jusqu'alors source de puissance coloniale britannique, passeraient sous influence germanique. L'Afrique du Nord serait sous contrôle du Reich. Les ports de la Méditerranée orientale assureraient le transit des ressources matérielles que les territoires conquis à l'Est enverraient à la métropole.
Ce que Hillgruber et Hildebrand soulignent comme déterminant dans cette deuxième étape, ce n'était pas simplement de gagner la guerre. C'était le début de la construction de l'autarcie totale qui rendrait le Reich invulnérable à toute pression économique ou blocus naval. Un Reich qui n'aurait besoin d'aucune importation du monde extérieur, un Reich qui serait un monde en lui-même. Pour peupler les territoires conquis à l'Est, le régime nazi élabora un plan que l'histoire a enregistré sous le nom de Generalplan Ost, le plan général pour l'Est. Préparé entre 1940 et 1942 sous la supervision du Reichsführer SS Heinrich Himmler, avec le planificateur Konrad Meyer-Hettling comme auteur principal, le plan envisageait l'extermination, la déportation ou l'asservissement d'environ 31 millions de personnes en Pologne, dans les États baltes, en Ukraine, en Biélorussie et dans les parties occidentales de la Russie. Les pourcentages étaient précis. Déportation ou élimination de 80 à 85% de la population polonaise, 75% des Biélorusses, 65% des Ukrainiens de l'Ouest. Les Juifs recevraient un traitement différencié, appelé euphémiquement par la bureaucratie nazie « élimination totale ». À leur place s'installeraient entre 8 et 10 millions de colons allemands, des agriculteurs vétérans de guerre et leurs familles, formant ce que la propagande appelait un Bauernwall, un mur de paysans, qui assurerait un approvisionnement infini en nourriture pour le Reich. La famine artificielle, générée par la réquisition systématique des récoltes agricoles dans les territoires occupés, le soi-disant plan de la faim, était le mécanisme prévu pour déloger la population esclave sans tirer chaque balle individuellement. Les villes soviétiques les plus importantes, y compris Moscou et Leningrad, seraient inondées ou abandonnées à la famine et cesseraient d'exister. On leur refusait même un avenir en tant que ruine. La troisième étape visait directement les États-Unis. Hitler mentionna ce point avec une clarté troublante, tant dans le second livre de 1928 que dans des conversations privées avec ses proches. Le duel final serait contre la puissance industrielle américaine, et ce duel serait mené par une génération postérieure à la sienne. Il reconnaissait ne pas pouvoir accomplir les 3 étapes de son vivant. Ce qu'il entendait construire, ce sont les fondations territoriales, industrielles, démographiques et, comme on le verra, architecturales, sur lesquelles ses successeurs compléteraient la conquête de la planète. Dans ses évaluations des États-Unis, Hitler oscillait entre mépris et reconnaissance d'un adversaire redoutable. Dans les enregistrements de ses conversations privées après 1930, il est cité décrivant l'Amérique du Nord comme un État métissé incapable de faire la guerre, affaibli par la Grande Dépression et la diversité raciale. Cependant, dans le second livre, il avait décrit le pouvoir américain comme le défi ultime de l'histoire, dont la défaite nécessiterait une Allemagne totalement consolidée, autarcique et militairement imbattable. La contradiction n'était pas incohérence, c'était de la stratégie. Avant d'affronter les États-Unis, il fallait convaincre les Allemands eux-mêmes que l'ennemi était faible. Et avant d'affronter les États-Unis, il fallait vaincre tous les autres. La relation avec le Japon resta délibérément ambiguë dans le programme. En janvier 1942, une semaine après la conférence de Wannsee, où fut coordonnée la soi-disant solution finale, l'Allemagne et le Japon signèrent une convention militaire secrète stipulant qu'en cas d'effondrement soviétique, l'hémisphère oriental serait divisé entre les 2 puissances le long du méridien 70 degrés de longitude est, traversant la Sibérie et l'Inde. C'était une ligne tracée sur une carte qui coupait l'Eurasie du nord au sud, attribuant l'ouest au Reich et l'est à l'Empire du Soleil levant. Mais il n'exista jamais d'accord concret sur ce qui se passerait une fois que l'Allemagne atteindrait la 3e étape de son programme. Si les alliés d'aujourd'hui devaient être les adversaires de demain, Hitler l'a laissé entendre en privé, mais ne l'a jamais écrit dans aucun traité. Berlin haït, la ville qui devrait être reconfigurée. Adolf Hitler détestait Berlin. Pas avec l'indifférence de celui qui préfère simplement un autre endroit, mais avec l'aversion active de celui qui voit dans une ville tout ce qu'il méprise dans une civilisation. L'écrivain Otto Friedrich l'a formulé avec précision dans son livre « Before the Deluge ». Hitler détestait l'ingéniosité berlinoise, son cynisme et son atmosphère cosmopolite. Dans les années 20, Berlin était la capitale de la République de Weimar, l'épicentre de la culture de Weimar qui produisait l'expressionnisme, le cabaret politique
la musique jazz et les galeries d'art moderne. C'était une ville où les marxistes avaient des bases politiques solides, où les communautés homosexuelles étaient visibles et où vivait environ un quart de la population juive de toute l'Allemagne. Cette ville devait disparaître, pas seulement politiquement mais physiquement. L'idée de reconfigurer Berlin a cependant des antécédents qui précèdent le nazisme. En 1905, la population de la capitale allemande avait bondi de 500 000 habitants à plus de 2 millions en quelques décennies et les infrastructures n'avaient pas été capables de suivre ce rythme. Il n'existait ni ligne de chemin de fer ni route traversant la ville du nord au sud. À la place, un réseau chaotique de voies alternatives s'étendait dans le centre, croisant les artères principales et générant des embouteillages qui se moquaient des prétentions allemandes à l'efficacité. En 1909, les autorités lancèrent un concours international de réaménagement urbain. En 1917, l'architecte Martin Mechler présenta un projet qui non seulement améliorait la circulation, mais couvrait la capitale réimaginée de monuments inspirés de l'Empire. Le plan de Mechler ne survécut pas à la transition de la monarchie à la République, mais certains de ces éléments, la logique des grands axes routiers, la vocation monumentale, réapparaîtraient des décennies plus tard dans l'esprit d'un autre homme. Selon les données analysées par les biographes de Hitler, le jeune Autrichien connaissait, au moins vaguement, le projet de Mechler et l'approuvait. Dès le milieu des années 1920, alors qu'il écrivait Mein Kampf depuis la forteresse de Landsberg, Hitler produisait des croquis de monuments qui formeraient ensuite le noyau du projet Germania. Le premier et le plus important était la vision d'un arc de triomphe surpassant celui de Paris. Ce dessin est daté approximativement de 1925, 10 ans avant qu'il n'existe un seul fonctionnaire chargé de le construire. Albert Speer, l'architecte du démon. En janvier 1937, Adolf Hitler nomma Albert Speer inspecteur général des bâtiments de la capitale du Reich, avec le rang de sous-secrétaire d'État et des pouvoirs extraordinaires sur l'administration de la ville de Berlin. Il ne dépendait que du Führer. Aucun ministre, aucun bureaucrate municipal, aucun fonctionnaire du parti ne pouvait entraver ses décisions. À 31 ans, il possédait l'autorité architecturale la plus absolue qu'aucun professionnel n'ait jamais concentrée entre les mains d'un seul homme dans l'histoire moderne de l'Europe. Albert Speer est né le 19 mars 1905 à Mannheim, au sein d'une famille d'architectes de la haute société. Son père et son grand-père étaient architectes. Son enfance, selon ses propres mémoires, fut marquée par le formalisme domestique et la distance affective. Chez nous, tout était formel et la famille manquait de chaleur entre ses membres, écrivit-il des décennies plus tard dans À l'intérieur du Troisième Reich, publié en 1969. Il était le deuxième de 3 enfants. Il était athlétique, pratiquait le rugby et l'alpinisme et montrait des aptitudes pour les mathématiques qui le conduisirent à envisager brièvement cette carrière avant de suivre la tradition familiale. Il étudia l'architecture à Karlsruhe, puis à Munich et enfin à l'Université technique de Berlin, où il fut l'élève de Heinrich Tessenow, un architecte aux convictions fonctionnalistes et à l'esthétique sobre, qui exerça une influence formatrice sur Speer. Il adhéra au parti nazi en janvier 1931, après avoir assisté en décembre 1930 à un rassemblement de Hitler à Berlin. Speer s'était rendu à la réunion par curiosité, encouragé par des étudiants de son entourage. Ce qu'il y vit et entendit le transforma. « J'ai été intoxiqué par ce que j'ai vu et entendu », admit-il plus tard, employant lui-même ce terme. La rapidité de son adhésion, du rassemblement à la carte du parti en quelques semaines à peine, témoignait de la vulnérabilité de certains hommes cultivés et intelligents face à la rhétorique d'un mouvement promettant grandeur plutôt que médiocrité. Sa première mission significative pour le parti arriva en juillet 1932 lorsque son ami Karl Hanke, officier nazi à Berlin, le recommanda à Joseph Goebbels pour rénover le siège central du parti dans la capitale. Le travail fut apprécié. Speer retourna à Mannheim, mais en 1933, lorsque les organisateurs du congrès du parti nazi à Nuremberg eurent besoin de quelqu'un pour présenter des projets, ils le contactèrent. Ni les organisateurs ni Rudolf Hess n'osaient approuver un plan sans l'aval du Führer, si bien qu'ils envoyèrent Speer à l'appartement de Hitler à Munich. Cette rencontre changea sa vie.
Hitler apprécia les projets. Il nomma Speer commissaire pour la présentation artistique et technique des congrès et démonstrations du parti nazi. Ce que Speer fit dans les années suivantes à Nuremberg établit une norme visuelle pour le fascisme qu'aucun régime totalitaire du XXe siècle n'a égalé en termes d'impact technique. Il conçut le champ Zeppelin, le terrain de défilé pouvant accueillir 340 000 personnes, inspiré de l'architecture dorique de l'hôtel de Pergame, mais amplifié à une échelle rendant le modèle original presque domestique. Il inventa la cathédrale de lumière, Lichtdom, 130 projecteurs anti-aériens disposés en cercle autour du champ, pointant verticalement vers le ciel nocturne. L'effet était celui de colonnes de lumière blanche s'élevant vers les étoiles, créant l'illusion de murs infinis dans un temple sans toit. Sir Neville Henderson, l'ambassadeur britannique, décrivit la scène comme une cathédrale de glace. Le film de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté, tourné lors du congrès de 1934, immortalisa ce spectacle et le diffusa sur les écrans du monde entier. Speer insista pour que la majorité des événements se déroulent la nuit, en partie pour renforcer les effets lumineux et en partie, selon son propre témoignage, pour dissimuler que certains dirigeants du parti étaient en surpoids. C'est lors de ce congrès de 1934 que Speer rencontra Hitler dans le sens qui compte vraiment, non pas comme architecte devant son client, mais comme disciple devant son maître. Speer décrivit cette relation lors du procès de Nuremberg par une phrase qui synthétise sa nature. « Si Hitler avait eu de vrais amis, j'aurais été l'un de ses plus proches amis. » Le biographe Louis Snyder formula le même lien du point de vue du Führer. Hitler, lui-même un architecte frustré, voyait en Speer le moyen de réaliser ses propres rêves de jeunesse. La psychologue Gita Sereni alla plus loin, soulignant que tous deux partageaient une enfance marquée par la privation affective qui les avait rendus incapables d'exprimer des émotions privées et que cette similitude créait entre eux un lien qu'aucune autre relation dans le régime ne reproduisait. En 1934, Hitler le nomma chef du bureau central de la construction. En 1936, Speer intervint dans le stade olympique de Berlin, ajoutant une façade en pierre qui satisfit la demande de Hitler pour une esthétique classique plutôt que le modernisme du design original de Werner March. En 1937, il conçut le pavillon allemand pour l'exposition internationale de Paris, qui s'élevait directement face au pavillon soviétique dans un duel architectural que la presse internationale ne manqua pas de remarquer. La même année, il reçut la mission de sa vie. Le 28 janvier 1938, Hitler présenta au monde le plan de reconstruction de Berlin en tant que capitale du monde. En octobre 1934, Hitler avait donné à Speer le titre informel de l'architecte du Führer. En 1937, il le rendit officiel avec la nomination d'inspecteur général. Il le fit également membre du Reichstag, bien que cette institution ait perdu tout pouvoir effectif. Les mots exacts de l'instruction que Hitler lui donna à cette occasion sont révélateurs. « Je veux que Berlin soit transformée en une ville qui soit la capitale du monde, comparable à l'Égypte ancienne, Babylone et Rome. » La relation de travail entre les deux hommes était étonnamment informelle pour le patron du Troisième Reich, où la hiérarchie était sacrée. Speer était invité à des dîners, excursions et conversations nocturnes à la chancellerie qui pouvaient durer jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Hitler parlait d'architecture pendant des heures. Speer écoutait, proposait, esquissait sur des serviettes. Lorsque, en 1938, Hitler remit à Speer l'insigne d'or du parti, la plus haute distinction interne du NSDAP, ce fut lors d'une cérémonie privée, non publique. C'était un geste qui soulignait l'unicité de leurs liens. Personne dans le régime, ni Goebbels, ni Himmler, ni Göring, ne bénéficiait d'un tel accès. Le prix de cette proximité était la complicité. La nomination de Speer comme inspecteur général incluait la direction du département central du réaménagement de Berlin qui, à partir de 1938, s'occupait systématiquement d'expulser les propriétaires juifs de leurs logements dans la capitale allemande, afin de libérer des terrains pour les travaux de Germania. Speer signa les documents. Il coordonna avec les bureaux de la SS. Lors du procès de Nuremberg en 1946, il fut le seul haut responsable nazi à admettre sa responsabilité personnelle et à renoncer à la défense. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Il fut condamné à 20 ans de prison, qu'il effectua intégralement à la prison de Spandau à Berlin-Ouest.
À sa libération en 1966, il écrivit à l'intérieur du Troisième Reich, qui devint l'un des livres les plus lus sur le nazisme du XXe siècle. Il mourut le 1er septembre 1981 à Londres, à l'âge de 76 ans, dans un hôtel lors d'un voyage pour enregistrer une interview pour la BBC. L'homme qui avait conçu la capitale du monde mourut dans une chambre d'hôtel, dans la ville de l'ennemi que son chef n'avait jamais pu soumettre. La Prachtallée, l'avenue des Splendeurs. Le cœur physique du projet Germania était un axe routier nord-sud de 5 km de long et de 120 mètres de largeur. Speer l'appela Prachtallée, l'avenue des Splendeurs, ou simplement l'axe nord-sud. 120 mètres de largeur, plus que les Champs-Élysées de Paris, plus que n'importe quel boulevard connu dans le monde occidental de l'époque. Ce n'était pas une avenue pour le trafic, c'était un théâtre d'État. L'avenue commencerait au sud depuis la nouvelle Südbahnhof, la gare du Sud, conçue pour le quartier de Tempelhof-Schöneberg. Cette gare remplacerait simultanément les anciennes gares d'Anhalter et de Potsdamer, que l'axe nord-sud rendrait obsolètes en coupant leur voie d'accès. Le voyageur arrivant en train à Germania ne trouverait pas le chaos de quais et d'escaliers qui caractérisait les grandes gares de l'époque. Il trouverait une antichambre du pouvoir, une gare conçue pour que le simple acte d'arriver dans la capitale soit en soi un spectacle de grandeur. Depuis la sortie de la Südbahnhof, l'avenue s'étendait en ligne droite vers le nord sur 5 km, jusqu'à la Nordbahnhof du quartier de Wedding. Entre ces deux gares se trouvait le cœur urbain et idéologique du Troisième Reich. Les véhicules privés et le trafic commercial n'auraient pas accès à la surface de l'avenue. Il serait dévié vers une autoroute souterraine à double voie qui passerait directement sous l'axe du défilé sans intersection ni feu, reliant les extrémités nord et sud de la ville par un tunnel continu. Les sections de cette infrastructure souterraine, jamais utilisées, existent encore sous ce qui est aujourd'hui le Tiergarten, accessibles à des groupes spécialisés dans l'histoire urbaine comme les Berliner Unterwelten. L'axe nord-sud en surface serait le domaine exclusif de la propagande en mouvement, défilés militaires, marche du parti, procession d'État. L'individu sur le trottoir regarderait, il ne circulerait jamais. De part et d'autre de l'avenue se déployait une chaîne de bâtiments institutionnels dont l'échelle seule obligeait l'observateur à se sentir petit. Speer conçut leur façade avec un langage qu'il appelait lui-même néoclassicisme strict, et que les critiques ultérieures qualifièrent plus précisément de classicisme affamé. Surface de granit poli sans ornementation, pilastres de proportions colossales, horizontalité écrasante interrompue occasionnellement par un portique de colonnes qui ne servait pas à encadrer une entrée mais à projeter l'autorité. Le plan de Speer prévoyait, le long de l'axe, le siège du haut commandement de l'armée, des ministères, une ambassade japonaise, la seule étrangère à recevoir un terrain sur l'avenue principale, un hôtel municipal d'une envergure jamais vue, un opéra capable de surpasser la Staatsoper unter den Linden en capacité et en magnificence, et des représentations des principales entreprises industrielles du Reich. Ce n'était pas un couloir gouvernemental, c'était la colonne vertébrale d'une civilisation qui prétendait être éternelle. L'axe nord-sud croiserait perpendiculairement l'axe est-ouest approximativement au niveau du Reichstag, et cette intersection se situerait sous l'ombre du Führerpalast, le palais du Führer, dont l'entrée principale donnerait précisément sur ce croisement, le point où les deux axes de la ville se rencontraient. Le nom officiel du plan, Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt, le plan de construction intégrale de la capitale du Reich, prévoyait que les deux grands axes se croisent devant la chancellerie du Reich. Le croisement ne serait ni un rond-point, ni une intersection ordinaire, mais une place monumentale concentrant dans son environnement immédiat les symboles du pouvoir exécutif, militaire et architectural du régime. Le seul élément de l'axe est-ouest qui fut achevé avant que la guerre n'interrompe le projet fut l'élargissement de la Charlottenburger Chaussée, aujourd'hui connue sous le nom de Strasse des 17 juin, qui traverse le Tiergarten jusqu'à la porte de Brandebourg. Speer l'a remis solennellement à Hitler le 20 avril 1939, lors de la célébration du 50e anniversaire du Führer. Pour la compléter, il déplaça la colonne de la victoire de Berlin, inaugurée en 1873 pour commémorer les victoires prussiennes sur le Danemark, l'Autriche et la France, et qui se dressait à l'origine devant le Reichstag, de sa position historique vers le centre du Tiergarten où elle se trouve aujourd'hui.
Il ajouta également un tambour supplémentaire en granit rouge pour l'élever de 4 mètres, augmentant sa présence sur l'axe déjà achevé. La colonne de la Victoire est à cet emplacement depuis 1939. C'est le vestige le plus visible du projet Germania dans le Berlin actuel. Pour préparer le terrain de l'axe nord-sud, Speer supervisa à partir de 1938 la démolition de 2 quartiers entiers, Alsen, où devait s'élever la Volkshalle au nord, et de vastes zones du Tiergarten, où seraient construits les ministères et bâtiments institutionnels. La Siegsallee, l'avenue des statues des Hohenzollern, qui traversait le Tiergarten, fut déplacée vers une autre zone du parc en 1938 pour libérer le corridor du futur axe nord-sud. La même année commencèrent les démolitions à différents points du centre urbain, affectant des dizaines de milliers de résidents. Entre 1938 et 1941, le nombre d'appartements touchés par les plans de réaménagement dépassa 100 000, selon des estimations documentées par le département de réinstallation du projet lui-même. Comme aucun des nouveaux immeubles résidentiels prévus pour accueillir les déplacés ne fut construit, le problème du relogement retomba sur les victimes du système. Les Berlinois de la classe aisée et moyenne occupèrent les logements de ceux qui avaient moins de pouvoir, et ceux ayant le moins de pouvoir, les familles juives, furent expulsés avec des papiers officiels signés par le département de réinstallation de Speer et envoyés dans les ghettos et les camps. Ce n'était pas un effet secondaire, c'était un mécanisme délibéré de gestion urbaine dans un État raciste. La propagande du régime présenta le plan au public avec une fierté calculée. Le 28 janvier 1938, les journaux nazis publièrent le Gesamtbauplan avec commentaires et explications détaillées. Der Angriff décrivit les plans comme véritablement monumentaux, dépassant toutes les attentes. Le Völkischer Beobachter proclama que de ce désert de pierre émergera la capitale du Reich de Milan. La presse internationale réagit avec un mélange d'étonnement et d'alarme. Le New York Times le qualifia de peut-être le projet urbanistique le plus ambitieux de l'ère moderne. Le père de Speer lui-même, architecte également, examina les plans que son fils lui montra avec fierté et rendit un verdict consigné. « Tu es fou, et ton client aussi. » Hitler, cependant, n'était nullement intimidé par l'échelle du projet. Speer fit construire une maquette à l'échelle de l'axe nord-sud, installée dans une salle latérale de la chancellerie du Reich. Elle mesurait plusieurs mètres de long et montrait en miniature tous les bâtiments projetés de la Südbahnhof à la Volkshalle. Le Führer y revenait régulièrement, se penchait sur le modèle, indiquait des détails du doigt, imaginait les angles de vue qu'un passant aurait sur l'avenue réelle. Les séances pouvaient durer des heures. Lorsque, le 20 avril 1939, lors de son anniversaire, Hitler reçut la maquette complète avec l'axe nord-sud terminé, ce fut l'un des moments de plus grande satisfaction documentés de son agenda personnel cette année-là. Le Grand Arc, monument à la catastrophe, à l'extrémité sud de l'avenue des Splendeurs, là où l'axe nord-sud traverserait la structure de tunnel vers la zone de l'aéroport de Tempelhof, s'élèverait le premier des 2 monuments majeurs de Germania. C'était l'Arc de Triomphe, et il devait faire paraître l'Arc de Triomphe de Paris, que Napoléon avait fait construire pour célébrer ses victoires militaires comme une maquette d'école. Hitler avait esquissé son projet vers 1925 au crayon, dans un carnet de croquis qu'il conserva pendant des années et qu'il montrerait des décennies plus tard à Speer comme preuve de la persistance de sa vision. Il ne l'avait pas oublié. Il ne l'avait pas archivé comme une fantaisie de jeunesse. Pour lui, ce dessin de 3 cm de hauteur sur le papier représentait anticipativement 117 mètres de granit au centre de Berlin. L'arc aurait environ 117 mètres de hauteur et 170 mètres de largeur à sa base, près de 3 fois les dimensions de l'arc parisien, qui mesure 50 mètres de hauteur et 45 mètres de largeur. L'Arc de Triomphe de Paris, le plus grand du monde à l'époque, aurait littéralement pu tenir dans l'ouverture de l'arc allemand avec plusieurs mètres d'espace libre de chaque côté. C'était ce contraste, exactement ce contraste, que Hitler voulait que les visiteurs ressentent. Mais la différence la plus significative n'était pas dimensionnelle, mais sémantique. L'arc napoléonien célèbre les victoires. Celui de Hitler commémorerait une défaite. À l'intérieur, gravés dans la pierre, se trouveraient les noms des 1 800 000 soldats allemands tombés pendant la Première Guerre mondiale. C'était un monument à l'offense,
construit comme un défi permanent à l'histoire française et à l'humiliation du traité de Versailles. Un lieu où les Allemands du futur, les citoyens de l'Empire du millénaire, pourraient lire les noms de leurs morts et comprendre pourquoi le monde avait dû être réorganisé depuis ses fondations. Le choix de placer l'arc au sud de l'avenue, plutôt qu'au nord à côté du Grand Hall, était également une déclaration d'intention urbaine. Le visiteur arrivant depuis l'aéroport de Tempelhof, la porte principale de la ville pour les voyageurs du futur, verrait l'arc comme la première vision monumentale de Germania, 3 fois plus haut que n'importe quel bâtiment de son environnement, visible à plusieurs kilomètres. Impossible à ignorer, impossible à banaliser. Une gifle de béton et de granit pour ceux qui auraient pensé que l'histoire de l'Allemagne s'était terminée à Versailles en 1919. Les plans d'ingénierie de l'arc furent achevés en 1937. Le problème était le sol. Berlin est construite sur une plaine alluviale formée par la rivière Spree, un terrain marécageux et sableux de faible densité et de capacité portante limitée. C'est le même sol qui avait rendu nécessaire la construction du système de drainage le plus ambitieux du XIXe siècle pour soutenir les fondations de la ville. Aucun calcul ne pouvait prédire avec certitude si ce sol supporterait le poids d'une structure des dimensions de l'arc projetée sans s'enfoncer progressivement et de façon irréversible. Speer avait besoin de données solides. La solution fut de construire une expérience à échelle réduite. Au printemps 1941, l'entreprise de construction Dyckerhoff et Widmann AG signa un contrat avec le gouvernement du Reich et commença l'érection du Schwerbelastungskörper, littéralement le corps de charge lourde. La main-d'œuvre fut forcée, des prisonniers de guerre français capturés lors de la campagne de France à l'été 1940. Aucun document ne fit état d'ironie concernant le fait que les prisonniers du pays qui avaient construit l'arc original étaient ceux qui construisaient l'instrument de mesure pour l'arc qui devait le surpasser. Le résultat fut un cylindre massif en béton armé. Son diamètre extérieur à la surface était de 21 mètres. Sa hauteur visible au-dessus du sol atteignait 14 mètres. Sous terre, il s'étendait encore de 18 mètres, où des chambres souterraines abritaient des instruments de précision, extensomètres et micromètres à lecture continue, chargés d'enregistrer tout mouvement du sol avec une précision au dixième de millimètre. Le poids total de la structure était de 12 650 tonnes métriques, l'équivalent de la charge calculée pour un seul des 4 piliers de l'arc projeté. La logique était simple. Si le cylindre s'enfonçait de 6 cm ou moins pendant la période d'essai, le terrain serait considéré suffisamment stable pour commencer la construction sans traitement de consolidation supplémentaire. Les instruments commencèrent à enregistrer des données. Le cylindre s'enfonça, pas de 6 cm. Pour l'analyse complète des données disponibles à la moitié de la guerre, le Schwerbelastungskörper s'était enfoncé de 19,3 cm dans le sol mou de Berlin, triplant le maximum autorisé. De plus, lors de la construction du cylindre lui-même, le terrain avait cédé encore de 3,5 cm supplémentaires simplement sous le poids du coffrage et des machines. La conclusion technique était sans équivoque. L'arc de triomphe, tel qu'il était conçu, nécessitait une intervention de stabilisation du sol à une échelle non prévue dans aucun plan ni budget. Le plus révélateur est ce qui se passa après la publication de ces résultats. Rien. Hitler les ignora. Speer les classa et commanda de nouvelles études de faisabilité. Des ingénieurs hautement qualifiés du Reich affirmèrent que la technologie disponible au milieu du XXe siècle pouvait résoudre le problème d'affaissement grâce à des techniques d'injection de laitier de ciment, de pieux profonds et de remplacement partiel du sol. Le projet ne fut pas annulé. Il fut reporté avec la certitude d'un régime déjà perdant la guerre mais continuant à concevoir des capitales impériales, que lorsque la victoire finale arriverait, il y aurait du temps et des ressources pour tout. Le Schwerbelastungskörper survécut à la guerre parce qu'il était impossible à démolir. Les autorités alliées qui, entre 1945 et 1948, tentèrent de faire sauter les structures militaires nazies à Berlin, évaluèrent le cylindre et le laissèrent debout. La charge explosive nécessaire pour le détruire aurait rasé le quartier résidentiel environnant sur plusieurs pâtés de maisons. Les Soviétiques, les Britanniques et les Français rencontrèrent le même problème dans leur secteur d'occupation lorsqu'ils tentèrent de supprimer les bunkers et tours anti-aériennes nazis.
Le béton du Troisième Reich était littéralement indestructible pour les moyens d'après-guerre. En 1995, les autorités du district de Tempelhof-Schöneberg à Berlin classèrent le Schwerbelastungskörper comme monument historique protégé. En septembre 2009, son centre de visiteurs fut inauguré avec une exposition permanente sur le projet Germania et une plateforme d'observation depuis laquelle le spectateur peut calibrer visuellement la masse du cylindre. L'entrée est gratuite. Le cylindre se trouve à l'intersection de Dudenstrasse, General-Papp-Strasse et Löwenhardt-Damm, à proximité de l'ancienne zone de l'aéroport de Tempelhof, aujourd'hui un parc urbain. Exactement à l'endroit où Hitler voulait que les visiteurs de la capitale du monde voient, dès leur descente d'avion, le monument dédié à ces 1 800 000 morts de la Première Guerre mondiale. Là, dans le béton, continue le processus que les instruments de Speer avaient commencé à enregistrer en 1941. Le cylindre continue de s'enfoncer, millimètre par millimètre, année après année, lentement, inexorablement, vers le même sol marécageux qui empêcha Germania d'exister. Le Grand Forum est le palais du Führer. Au nord de l'avenue des Splendeurs, à l'extrémité opposée à l'Arc de Triomphe, l'avenue débouchait sur la structure urbaine la plus ambitieuse de Germania, le Grosser Platz, la Grande Place. Elle s'étendrait sur le terrain de l'ancienne Königsplatz, aujourd'hui Platz der Republik, avec une superficie d'environ 350 000 mètres carrés. Pour donner une référence calibrée, la place Saint-Pierre à Rome fait environ 50 000 mètres carrés, la Plaza Mayor de Madrid, 12 000. Le Grosser Platz serait 7 fois plus grand que la place Saint-Pierre. Ce n'était pas une place publique au sens urbain conventionnel. C'était un instrument de suppression psychologique de l'individu face à la masse et à l'État. La conception du Grosser Platz répondait à une logique de mise en scène du pouvoir que Speer et Hitler avaient d'abord expérimenté à Nuremberg. Lors des congrès du parti nazi sur le Champ Zeppelin, Speer avait appris que l'architecture n'avait pas besoin de murs pour écraser l'individu. Il suffisait de définir un espace si grand que le corps humain y devenait un point insignifiant. Le Grosser Platz appliquait cette leçon à une échelle urbaine permanente. Ce ne serait pas un lieu de rencontre, mais un lieu de soumission collective où chaque citoyen, debout parmi des centaines de milliers d'autres citoyens, comprendrait instinctivement sa place dans la hiérarchie du Reich. La place serait encadrée par les bâtiments du pouvoir du Troisième Reich, disposés selon une logique d'intimidation délibérée. À l'ouest, sur le terrain où se dressait l'Opéra Kroll, le bâtiment où le Reichstag avait tenu ses dernières sessions depuis 1933, y compris celle où, le 23 mars de cette année, il avait approuvé la loi des pleins pouvoirs qui transforma Hitler en dictateur légal, s'élèverait le palais du Führer. L'ironie était totale. Le siège où le Parlement allemand avait voté sa propre dissolution serait démoli pour construire la résidence de l'homme que ce vote avait placé au pouvoir. À l'est, le bâtiment du Reichstag de 1894, conçu par l'architecte Paul Wallot, inauguré en 1895 et incendié dans des circonstances encore débattues par les historiens le 27 février 1933, resterait debout, mais relégué à un rôle secondaire, réduit à un arrière-plan pour les nouvelles constructions qui l'entouraient. Le bâtiment qui avait abrité la démocratie parlementaire allemande serait littéralement encadré par les symboles de sa destruction. Au sud de la place, encadrant l'entrée depuis l'avenue des Splendeurs, se trouverait la nouvelle chancellerie du Troisième Reich et le haut commandement de l'armée allemande, Oberkommando der Wehrmacht, un de chaque côté de la grande entrée, tels des gardiens de pierre de l'enceinte du pouvoir. Ces deux institutions, le gouvernement civil et le commandement militaire, fermaient l'accès au forum depuis l'avenue, établissant visuellement que pour atteindre le cœur de la capitale du monde, il fallait passer sous le contrôle de l'État et de l'armée. Le palais du Führer était, dans l'ensemble du Grand Forum, le seul bâtiment dont le programme architectural était relativement bien documenté dans les plans de Speer. Il serait la résidence officielle de Hitler et, simultanément, le siège administratif du pouvoir exécutif. Le plan prévoyait une façade principale en granit qui s'étendrait sur toute la largeur du côté ouest de la place, avec une proportion horizontale si prononcée que l'observateur serait obligé de la parcourir visuellement de gauche à droite pendant plusieurs secondes avant de pouvoir l'appréhender dans son ensemble. À l'intérieur, le bâtiment serait relié à la Volkshalle par un cryptoportique souterrain,
un couloir couvert de la tradition architecturale romaine, de manière à ce qu'Hitler puisse se déplacer du palais au salon du peuple sans jamais apparaître à l'extérieur, protégé et à l'abri de toute contingence, transitant entre ces deux manifestations de pouvoir, la résidence et le temple. Ce détail du cryptoportique n'était ni accidentel ni capricieux. L'historien et chercheur de la Volkshalle, Hanno Zingel, a souligné que l'ensemble du palais du Führer et de la Volkshalle reproduisait consciemment le modèle d'Auguste à Rome, la résidence modeste du Palatin reliée au temple d'Apollon, le palais de l'homme relié au sanctuaire du dieu. Hitler n'était pas indifférent à cette comparaison, il l'encourageait. En mai 1938, lors de sa seule visite officielle à Rome, où il rencontra Mussolini et posa les bases formelles de l'Axe, Hitler visita en privé le Panthéon d'Adrien avant l'ouverture officielle et passa un temps considérable à l'intérieur à contempler le dôme. La visite confirmait des convictions qu'il avait depuis plus d'une décennie et qui se cristalliseraient directement dans la Volkshalle. Au nord de la place, le quatrième côté de l'enceinte, l'avenue terminait son parcours et commençait le bâtiment qui dominait tout le reste. La Volkshalle n'était pas l'un des bâtiments du Grand Forum. C'était le bâtiment du Grand Forum. Tout le reste, le palais, le Reichstag, la chancellerie, l'avenue elle-même, existaient pour préparer le visiteur à cette rencontre. La rivière Spree, qui traverse Berlin d'ouest en est à travers le centre historique, passerait sous le podium de la Volkshalle, enterrée ou canalisée afin de ne pas interrompre la solidité des fondations. Dans certaines versions des plans, le cours même de la Spree serait détourné. Dans d'autres, le bâtiment s'élèverait au-dessus de lui dans une construction de viaduc à l'échelle colossale. La rivière de la ville, comme l'histoire de la ville, serait redirigée pour servir le projet. Le Grosser Platz, comme le reste du projet Germania, n'alla jamais au-delà des plans et de la maquette. Le terrain fut acquis dans son intégralité. Les registres du département de réinstallation confirment que tous les propriétaires de la zone furent expulsés avant 1941. Les plans d'ingénierie furent développés avec suffisamment de détails pour commencer la construction, et les modèles en plâtre montraient chaque façade et chaque proportion avec précision. Mais aucun pierre ne fut posé sur le sol de Berlin. La guerre arriva en premier et avec elle le manque d'acier, de béton et de main-d'œuvre libre qui auraient été nécessaires pour transformer ce terrain acquis en cœur de la capitale du monde. Volkshalle, le temple du Milan. La Volkshalle, la salle du peuple. Si l'Arc de Triomphe était un monument à la mémoire, la Volkshalle était un monument au pouvoir présent et à l'éternité de la race. Selon tous les calculs conservés dans les archives de Speer, c'était le bâtiment le plus grand jamais conçu pour être construit. Et s'il avait été construit, il serait encore aujourd'hui le plus grand espace couvert du monde. Hitler avait personnellement dessiné les grandes lignes. Speer en avait donné la forme technique. Le résultat était un bâtiment de plan circulaire surmonté d'un dôme de 290 mètres de hauteur, plus haut que l'Empire State Building sans son antenne, et de 250 mètres de diamètre. Pour mettre ce chiffre en perspective, le dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome, pendant des siècles le plus grand bâtiment à dôme du monde, mesure 42 mètres de diamètre. La Volkshalle aurait été 16 fois plus large que Saint-Pierre. Son intérieur pouvait accueillir simultanément 180 000 personnes. Ces 180 000 corps humains respirant dans un espace clos de ces dimensions auraient généré un problème que ni Hitler ni Speer n'abordèrent publiquement, mais que les ingénieurs calculèrent en privé. L'humidité combinée de la respiration collective aurait formé des nuages à l'intérieur du bâtiment. La Volkshalle aurait eu son propre système météorologique intérieur. Il pleuvrait parfois à l'intérieur du temple du Führer. L'acoustique aurait été également inutilisable pour les discours. L'immensité de l'espace aurait dispersé le son en échos superposés, transformant les paroles en un bruit incompréhensible. La voix de Hitler, l'instrument qui avait forgé sa carrière politique, serait réduite à un murmure dans le seul bâtiment qui était censé l'amplifier. Speer écrivit dans ses mémoires que lorsqu'il discutait de la Volkshalle, Hitler ne se préoccupait ni de l'acoustique ni de la météorologie intérieure. Ce qui le fascinait, c'était la perspective historique. Il aimait imaginer comment ce bâtiment serait perçu par une civilisation du XXIe siècle. Comme lorsqu'il contemplait le Panthéon de Rome, il voulait que la Volkshalle demeure en ruine grandiose pendant des millénaires.
C'était la théorie de la valeur de ruine, Ruinenwert. Les bâtiments devaient être conçus en pensant à l'apparence qu'ils auraient en ruine, comme héritage d'une civilisation qui n'avait pas besoin de se justifier parce qu'elle était destinée à durer éternellement. La Volkshalle, également connue sous le nom de Große Halle, Grande Salle, ou Ruhmeshalle, Salle de la Gloire, était un bâtiment sur lequel Hitler travaillait depuis 1925, alors qu'il vivait encore à Munich et n'avait jamais visité Rome. Le croquis original qu'il remit à Speer en 1934 montrait un pronaos avec des colonnes évoquant le Panthéon d'Adrien, un bloc intermédiaire rectangulaire et derrière les deux, un dôme dont les proportions doublaient puis triplaient celles de tous les bâtiments connus. Ce n'était pas le rêve d'un amateur ignorant, mais la vision de quelqu'un qui avait étudié obsessivement l'architecture impériale romaine et savait exactement combien il devait surpasser ses modèles pour que cette supériorité soit écrasante. Speer prit ce croquis et le développa jusqu'à en faire le seul bâtiment de sa carrière qu'il décrivit lui-même, plus tard en prison, comme Monsterbau, le bâtiment monstre. La structure finale aurait eu un podium carré de 315 par 315 mètres de base, approximativement la longueur de 3 terrains de football dans chaque direction, et 75 mètres de hauteur sur lequel le dôme s'élèverait. Ce dernier atteindrait 290 mètres depuis le sol jusqu'au sommet de sa lanterne, avec un diamètre de 250 mètres à sa base. L'oculus au sommet du dôme aurait eu 46 mètres de diamètre. Par ce trou circulaire de lumière, on aurait pu introduire l'intégralité du dôme de la basilique Saint-Pierre sans toucher les bords. Le dôme lui-même de Saint-Pierre mesure 42 mètres de diamètre. La Volkshalle l'aurait contenu comme on tient une noix dans la paume de la main. L'intérieur du bâtiment était conçu sur 3 niveaux de gradins circulaires entourant une arène centrale de proportions énormes. Il pouvait accueillir 180 000 personnes. Pour mettre ce chiffre en perspective, le plus grand stade du monde actuellement, le Narendra Modi Stadium à Ahmedabad en Inde, a une capacité de 132 000 spectateurs. La Volkshalle aurait dépassé ce chiffre de près de 50 000 personnes supplémentaires, et cela dans un espace couvert, non en plein air. L'arène centrale, où se serait dressé le podium de l'orateur, avait l'échelle d'une place publique. Hitler, debout sur ce podium, aurait semblé, depuis les niveaux supérieurs des gradins, être une figure de moins de 2 mm pour les spectateurs les plus éloignés. L'homme qui avait construit sa carrière politique sur le pouvoir de sa voix et de sa présence physique serait littéralement devenu invisible dans le bâtiment conçu pour le magnifier. Hitler ne s'en inquiétait pas. Ce qui lui importait était l'image d'ensemble, 180 000 personnes debout, bras tendus, tournées vers un point central dont il était la source invisible. Le matériau de la façade extérieure aurait été du granit rouge, le même que Speer avait utilisé pour le portique du jardin de la nouvelle chancellerie, extrait de carrière que les prisonniers du camp de Flossenbürg creusaient à la main dans des conditions mortelles. Les archives du camp de Flossenbürg, établi en 1938 en Bavière spécifiquement pour l'extraction de granit destiné au projet de Speer, montrent que l'exploitation de la carrière s'est intensifiée à partir de 1939, avec des taux de mortalité parmi les prisonniers que les chercheurs du mémorial de Flossenbürg ont documentés en détail. Le granit de la capitale du monde se payait en vies humaines. L'intérieur du dôme reproduisait la logique géométrique du Panthéon d'Adrien, une succession de caissons qui diminuaient de taille vers l'oculus, créant l'illusion visuelle d'une profondeur infinie vers la lumière. Mais alors que le Panthéon a un diamètre intérieur de 43 mètres, la Volkshalle aurait eu 250 mètres. L'effet n'aurait pas été de sérénité contemplative, mais de vertige physique, de désorientation spatiale, que l'écrivain Robert Harris, dans son roman d'histoire alternative Fatherland, 1992, décrit par une image que les architectes consultés pour le livre ont jugée techniquement exacte. La condensation de la respiration et de la sueur de 150 000 corps humains dans un espace clos de ces dimensions se serait accumulée dans la partie haute du dôme, formant du brouillard et éventuellement de la bruine. La Volkshalle aurait eu son propre système météorologique intérieur. Il aurait plu occasionnellement à l'intérieur du bâtiment le plus important du Troisième Reich. Ce phénomène n'était pas une spéculation littéraire. Il se produit en réalité dans le Vehicle Assembly Building du Kennedy Space Center de la NASA, dont la hauteur intérieure dépasse 160 mètres,
ce qui confirme que la prédiction de Speer pour la Volkshalle était techniquement fondée. L'acoustique aurait posé un problème sans solution connue. Le volume intérieur de la Volkshalle était si disproportionné par rapport à toute salle de concert ou auditorium de l'époque que les calculs de réverbération rendaient incompréhensible tout discours prononcé sur le podium central. Le temps de réverbération projeté, le temps nécessaire à un son pour s'éteindre jusqu'à 60 décibels en dessous de son niveau initial, aurait dépassé 30 secondes pour certaines fréquences. Une phrase prononcée par Hitler aurait commencé à disparaître 6 phrases plus tard. Le régime qui avait construit son pouvoir sur l'amplification de la voix du leader concevait la salle où cette voix serait détruite par les murs. Le problème fut signalé par des ingénieurs acoustiques dans les rapports techniques du projet. Il n'y a aucune preuve que Hitler en ait tenu compte. Ce que Hitler prenait en compte était la dimension religieuse du bâtiment. Selon le témoignage de Speer dans plusieurs interviews après la guerre, le Führer croyait qu'avec le temps, la Volkshalle acquérirait une sainteté équivalente à celle de la basilique Saint-Pierre pour le catholicisme. Non pas un monument politique, mais un sanctuaire dynastique, le lieu où le peuple germanique viendrait vénérer non seulement Hitler, mais la série de successeurs qu'il prévoyait, selon la logique d'une nouvelle aristocratie raciale qui gouvernerait la planète pendant des millénaires. Speer, dans ses mémoires, le formulait ainsi: Hitler croyait que le bâtiment deviendrait un lieu sacré du nazisme comparable à ce que Saint-Pierre représente pour le catholicisme. À cet effet, Speer conçut la liaison entre la Volkshalle et le palais du Führer par un cryptoportique souterrain, reproduisant exactement le modèle de la résidence d'Auguste sur le Palatin relié au temple d'Apollon. Le palais du souverain connecté par un passage secret au sanctuaire du dieu qu'il incarnait. Les éléments iconographiques de l'extérieur complétaient ce message sans ambiguïté. Dans la lanterne au sommet du dôme, le point le plus haut de la structure, visible depuis tout Berlin et plusieurs kilomètres à la ronde, un aigle impérial aux ailes déployées tiendrait dans ses serres le globe terrestre. Pas l'écusson impérial traditionnel, pas une croix gammée, mais la planète entière, directement tirée de l'iconographie romaine où le même geste, l'aigle tenant l'orbe, représentait le Cosmocrator, le maître du monde. Flanquant la façade nord, 2 sculptures monumentales de l'artiste Arno Breker, choisies personnellement par Hitler, de 15 mètres de haut chacune. À l'ouest, Atlas soutenant les cieux. À l'est, Tellus soutenant la terre. Le plus grand bâtiment jamais conçu proclamerait depuis l'extérieur, dans le langage de la mythologie classique, que la race qui l'habitait avait pris possession du cosmos. La Volkshalle n'a jamais été commencée. Le terrain du quartier d'Alsen fut vidé de ses habitants. Les plans du département de réinstallation confirment que la zone avait été entièrement évacuée avant 1941. Les études d'ingénierie furent achevées et le terrain acquis dans son intégralité. Mais les mêmes données que le Schwerbelastungskörper fournissait sur la subsidence du sol berlinois indiquaient que les fondations de la Volkshalle auraient nécessité des interventions de stabilisation à une échelle sans précédent dans l'histoire du génie civil du XXe siècle, avec des pieux devant atteindre la couche géologique solide à 30 mètres ou plus sous le terrain sablonneux. La guerre arriva avant que l'une de ces interventions ne commence. À l'extérieur, la Volkshalle aurait eu un péristyle de colonnes en granit de dimension surhumaine. L'intérieur aurait été austère mais écrasant. Un immense dôme au-dessus d'un espace vide, sans division, conçu pour produire chez l'individu un sentiment de petitesse absolue face à la grandeur du Reich. Le Führer prévoyait que ces paroles résonneraient là comme dans un lieu sacré. L'effet psychologique aurait été total. Rien n'aurait été laissé au hasard. Sur le portique du dôme, comme Hitler l'avait prévu, un aigle impérial serait fixé, tenant dans ses serres non pas l'écu classique, mais le globe terrestre. C'était le symbole d'un projet qui, dans son langage iconographique, ne laissait aucune ambiguïté sur ses intentions, le monde entier au pied du Troisième Reich. La Volkshalle n'a jamais été commencée. Le terrain du quartier d'Alsen fut vidé, les plans d'ingénierie préparés et le terrain acquis. Mais lorsque la capacité portante du sol fut évaluée, les mêmes données que fournissait le Schwerbelastungskörper pour l'Arc de Triomphe, il apparut clairement que les fondations de la Volkshalle auraient nécessité des travaux de stabilisation d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du génie civil. Les ruines du rêve, les reliques de Germania aujourd'hui.
La maquette de Germania que Speer construisit pour Hitler, une recréation à l'échelle de l'axe nord-sud avec ses principaux monuments, était exposée dans une salle latérale de la chancellerie du Reich. Hitler passait des heures à ses côtés, selon le témoignage de l'architecte lui-même, penché sur le modèle miniature de ses rêves, pointant les détails du doigt. Cette maquette n'a pas survécu, mais certains éléments du projet ont laissé des traces dans le tissu urbain de Berlin, visibles encore aujourd'hui. L'axe est-ouest, le seul composant important qui fut achevé, reste l'épine dorsale de la circulation à l'ouest de la porte de Brandebourg. Les lanternes en fer forgé conçues par Speer, élégantes, à double tête, avec une esthétique combinant classicisme et sobriété industrielle, illuminent encore les deux trottoirs du boulevard. La colonne de la Victoire, que Speer a déplacée du Reichstag au centre du Tiergarten en 1938 en préparation de l'axe nord-sud, est toujours à sa place relocalisée, 4 mètres plus haute grâce à l'ajout d'un tambour en granit que Speer avait fait pour la magnifier. Les sections du tunnel autoroutier qui devaient passer sous l'axe nord-sud restent sous le Tiergarten, accessibles aux chercheurs. Et dans le quartier de Tempelhof-Schöneberg, à l'intersection de Dudenstrasse, de Generalpappstrasse et du Löwenhardt-Damm, le Schwerbelastungskörper est toujours debout. 14 mètres au-dessus du niveau du sol, 21 mètres de diamètre, 12 650 tonnes de béton armé. Depuis 1995, il est classé patrimoine historique protégé. Depuis septembre 2009, il possède un centre pour visiteurs avec une exposition permanente et une plateforme d'observation. L'accès est gratuit. Dans la petite salle intérieure du cylindre, les instruments de mesure originaux ne sont plus là, mais les murs de béton conservent les marques de leur fixation. Dehors, sur le sol, si quelqu'un cherchait des preuves de l'enfoncement, il pourrait en trouver. Le cylindre continue de descendre, millimètre par an, vers le sol marécageux sur lequel Hitler voulait construire sa capitale du monde. Les ingénieurs et architectes contemporains qui ont étudié les plans de Germania sont parvenus à une conclusion partagée. Certains soutiennent que le sol de Berlin n'aurait jamais pu supporter les mégastructures projetées sans une intervention de stabilisation qui aurait pris des décennies et coûté des sommes astronomiques. D'autres argumentent que la technologie du milieu du XXe siècle était en principe capable de résoudre le problème de l'affaissement avec les moyens appropriés. La question n'a pas de réponse définitive. La guerre est arrivée avant que le problème n'ait eu besoin d'être résolu. Le coût total estimé du projet Germania était de 6 milliards de marks du Reich, soit environ 150 milliards de dollars actuels selon les estimations les plus conservatrices. Hitler n'a jamais pensé que ce chiffre serait payé par le peuple allemand. Il serait payé par les peuples conquis, les Polonais, les Tchèques, les Français, les Soviétiques. L'architecture de la capitale du monde était financée par le sang. Le 30 avril 1945, lorsque Hitler mourut dans son bunker, le rêve de Germania mourut avec lui. La maquette de la ville parfaite se trouvait quelque part sous les décombres. Le pilote d'essai de l'Arc de Triomphe continuait de s'enfoncer dans le terrain marécageux. Les plans de la Volkshalle dormaient dans des archives que les Alliés allèrent bientôt saisir. Et Berlin, la ville que Hitler détestait et qu'il voulait refaire à son image, gisait détruite, divisée, humiliée. Exactement le contraire de ce qu'il avait promis. 80 ans plus tard, la ville a de nouveau prospéré. Pas comme Germania, comme Berlin.